Il est 20h, chers auditeurs, et vous êtes à l'écoute de Beurre FM. 20h, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Il est 20h pétante, lundi 15 juin, nouvelle semaine qui commence, et oui, sur cette antenne de Beurre FM, avec vous, chers auditeurs et auditrices, avec cette pléiade de journalistes, consultantes et consultants aussi qui m'accompagnent chaque semaine. Un grand bravo et merci à eux, voilà, comme il se doit. Non, on n'oublie pas aussi les réseaux sociaux, on peut retrouver des magnifiques capsules vidéo, allez agrémenter par un certain Nathan, sans oublier aussi notre Wahib, talentueux, à monter, et il s'enorgueillit pas, justement, de dire qu'il fait du bon boulot. Et bravo à lui, bravo à cette petite équipe, les hommes de l'ombre, les femmes de l'ombre, comme on les appelle. Ce soir, on va parler de quoi dans cette émission? On va parler, bien sûr, des Cabo Verde, le Cap Vert face à la Roja. On n'a rien compris, ça fait tant sourire notre Ibérique dans ce studio de Beurre FM. Un Maroc éclatant face au Brasilo d'un certain Vinicius Junior. On parlera, et oui aussi, du cas des Aigles de Carthage, la Tunisie, en la personne de son sélectionneur Sabri Lamouchi, les toutes dernières infos. Et bien sûr, demain, 3h du matin, on va se réveiller avec Juan Trocé, c'est promis. L'Algérie, le rendez-vous tant attendu face à la Bicéleste de Léo Messi. 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de Beurre FM. Avec un petit débat du jour, on va l'appeler comme ça, à la Mannschaft. L'Allemagne, un grand favori. Eh oui, hier soir, c'était le carton plein. Mais bon, c'était une première participation de Colisaro dans cette fameuse Coupe du Monde 2026. Sans plus tarder, on va présenter l'équipe qui m'accompagne ce soir. Time Sport, le ras-le-bol. Alison est avec nous ce soir. Bonsoir Alison, comment ça va? Bonsoir à toutes, ça va très bien. Ouais. On est fatigué avec les matchs de la Coupe du Monde, les horaires tardifs, c'est compliqué à suivre. C'est vrai. Et c'est que le début. En total décalage. Juste en face de toi Alison, on va le retrouver. Juan Trocé. Bonsoir Juan Trocé. Buenas tardes. Quoique, après le match de l'Espagne, dire buenas tardes, peut-être pas le bon moment pour le dire. C'est vrai que ça c'est incroyable. On n'a rien compris. On va donner la parole à Wahib qui nous accompagne ce soir. Bonsoir Wahib, comment ça va? Bonsoir à toutes et à tous Bilal, bonsoir à toute cette table ronde bien garnie de journalistes et de passionnés de football. Match surprise, c'est la Coupe du Monde, c'est les États-Unis, c'est le rêve américain le plus petit qui peut devenir le plus grand. Donc ça prouve encore une fois la surprise exceptionnelle d'un Cap Vert qui n'a pas su marquer, mais on va en parler dans cette émission. C'est vrai, le Cap Vert, Juan Trocé, pas mal. Le football africain en pleine ébullition, changement aussi, on l'a vu. Voilà, premier match du Cap Vert face à la Roja, un prétendant au titre sacre de cette Coupe du Monde 2026. Bravo à eux. On n'a rien compris pour les Espagnols. Je pense que les Espagnols, nous n'avons rien compris non plus. Alors c'est vrai que c'était le premier match, c'est toujours compliqué le premier match. J'essaie de voir la bouteille à moitié pleine et je me rappelle tout simplement que en 2010, l'Espagne lors de son premier match a perdu face à la Suisse et ça n'a pas empêché de devenir champion du monde. Mais c'est vrai que je ne mettrai pas une pièce non plus sur le Cap Vert parce qu'aujourd'hui le Cap Vert a fait ce qu'il sait faire de mieux, c'est s'enfermer derrière et c'est lui qui aurait dû trouver des solutions. C'est l'Espagne qui est effectivement prétendante au titre n'a pas su les faire. Moi j'étais un peu écœuré dès les premières minutes déjà parce qu'effectivement on savait que ni Lamine Yamal ni Nico Williams qui était légèrement touché donc n'allait pas jouer ce match, peut-être à la fin ce qui s'est passé. Mais j'étais écœuré de voir les performances d'un Rodri qui n'arrive pas à avoir la forme qui a été la sienne il y a 2 ans quand l'Espagne a été championne d'Europe. Je n'ai pas compris le rôle de Gabi qui n'était pas du tout dans sa position normale. Un Ferran Torres qui a été vraiment mauvais mais qui a été remplacé mais vraiment à la fin en deuxième mi-temps. Donc j'ai pas non plus compris les choix qui ont été ceux de Luis de la Fuente, mais par contre en regardant les matchs je me suis dit ils sont pas encore dans le mondial, ils jouent à l'entraînement, c'est l'entraînement pour eux, je te la passe tu me la passes, je te la passe tu me la passes, allez on fait voilà ce que l'Espagne a su faire pendant très 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 longtemps mais aucune profondeur et ça m'a rappelé bien sûr un match écœurant, c'était en 2022 lors du mondial au Qatar, l'Espagne a affronté le Japon qui avait fait le même jeu, c'est-à-dire s'enfermer derrière et l'Espagne de Luis Enrique à l'époque n'avait pas non plus trouvé une solution. Donc c'est vrai que l'Espagne que nous avons vue aujourd'hui n'est pas celle qui va gagner forcément la Coupe du Monde. J'espère que le 21, puisque c'est le deuxième match face à l'Arabie Saoudite, ils vont faire beaucoup mieux et ils vont surtout apprendre les leçons de ce match catastrophique. Et encore une fois, ce n'est pas le Cap Vert qui a fait un exploit, c'est plutôt l'Espagne qui a vraiment
raté son match et c'est donc la première surprise vraiment de ce mondial, avec une Espagne accrochée comme ça. Groupe H, on le rappelle, c'était le match de 18h avec cette Espagne qui culmine à 1 point, avec le Cap-Vert 1 point. L'Uruguay va jouer ce soir avec l'Arabie Saoudite. Ce soir, oui. Ouais, on va retrouver Wahib avec Alisson. On l'écoute. Bon bah déjà moi j'aimerais nuancer les propos de surprise. Moi je pense que la surprise hier c'est la Côte d'Ivoire, les éléphants qui ont su renverser l'une des meilleures défenses de l'Amérique du Sud, l'Équateur, avec un match quand même particulièrement intense émotionnellement pour une Côte d'Ivoire qui n'a jamais franchi les poules. Mais pour revenir sur cette Espagne Cap-Vert, c'est en fait totalement une histoire de forme physique et une histoire de légitimité. Quand cette Espagne se met à jouer son football stérile sans réellement dédoubler, sans réellement avoir les joueurs de bons espaces, parce qu'en fait le problème du football espagnol quand il n'y a pas Lamine Yamal ou Nico Williams, c'est d'aller chercher l'espace et manger l'espace. Problème qui a été toujours structurel dans cette Espagne des temps modernes, parce que l'ère guardiolesque du football d'opposition est maintenant dépassée. Et De La Fuente, il avait réussi à le faire auparavant à l'Euro, dans des matchs amicaux. Et là, j'ai trouvé une Espagne plutôt en puissance, en montée de puissance au cours de la compétition. Ils se sont ratés sur ce premier match face à un Cap-Vert qui a joué le match de sa vie et qui jouera en fait 3 matchs de sa vie, parce que c'est une histoire pour eux ultime de se qualifier dans une Coupe du Monde. Mais j'ai quand même des points positifs sur cette Espagne, notamment en fin de match où même si le Cap-Vert jouait transition, était un peu plus déstructuré à certains moments, bah on voit que la petite passe de Lamine Yamal, la petite passe de Nico Williams, quand ils vont être en forme, ils vont faire très mal dans le jeu d'espace. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est se dire, est-ce que cette Espagne qui avait un milieu de terrain qualitatif il y a maintenant 2 ans, va-t-elle être de retour avec un milieu de terrain aussi bon, aussi en forme dans des matchs où à coup près où il va y avoir de l'intensité au milieu de terrain, parce que là c'est le Cap-Vert, on va pas se mentir, c'est le petit poussé, c'est la petite équipe qui vient faire ses petites vacances aux États-Unis, cette qualification. Donc à voir si cette Espagne au cours de la compétition va avoir les bons joueurs au bon moment pour aller chercher un titre à 8 matchs ultime pour la Roja. Ouais, Alisson. Pour terminer, les Espagnols, moi, le Cap-Vert. Dans un premier temps, je pense que Luis de la Fuente a mal préparé son match et il y a une méconnaissance de l'adversité, et c'est ce dont les équipes européennes qui affrontent les équipes africaines sont confrontées. Je veux dire par là que quand on connaît le Cap-Vert, on sait que c'est une équipe à haute intensité, on sait que c'est une équipe qui défend très bien et qui parfois, quand elle trouve de l'espace, se projette. On l'a vu lors de ces matchs, ils ont défendu comme des morts de faim, et les rares petites occasions, il y en a pas eu beaucoup, il n'y a pas eu d'occasion franche, mais il y en a eu 1 ou 2 attaques qui certes n'ont pas abouti, mais elles étaient là quand même. Ils ont essayé de faire quelque chose, même si ça n'a pas été au bout. Et je pense que Luis de la Fuente, quand il a vu que le premier match était contre le Cap-Vert, il s'est dit, bon écoutez, j'ai pas mes 2 ailiers qui sont prêts physiquement, peut-être que je peux composer avec quelque chose, parce que nous sommes bien au-dessus. Et je pense que c'est en ce sens-là qu'il s'est trompé. C'est un premier match de Coupe du Monde, tout le monde est là pour jouer, tout le monde est là pour gagner. Le Cap-Vert est là pour gagner, aussi. L'Espagne est là pour gagner encore plus. Donc je pense que c'était pas la bonne stratégie. Quand tu te poses des questions sur Wahib, sur le milieu de terrain, faut savoir que ça va bouger. Par exemple, Gavi, il va pas jouer à gauche le reste de la compétition. Il va reprendre sa place au milieu de terrain. Après, faut voir comment il va composer. Soit Rodri, peut-être qu'il va peut-être qu'il va le mettre dans une rotative, ou peut-être qu'il va conserver Rodri. Mais là, je le trouve quand même assez en méforme pour continuer peut-être le prochain match en tant que titulaire. Et ensuite, on l'a vu, quand il y a eu des changements, Lamine Yamal est rentré, l'Espagne. Dans la tête, le mental a changé. On voyait des attaques, on voyait de la confiance, et on a vu un autre visage. Celui aussi, à mon sens, qui manque à cette équipe d'Espagne, c'est Dani Olmo. Dani Olmo, c'est soit on peut le mettre parfois en pointe, en alternative quand Oyarzabal a du moins bien, par exemple, ou soit on peut le mettre en numéro 10. Donc lui, Dani Olmo aussi a toujours un rôle à jouer dans cette Espagne, et on l'a vu quand au dernier Euro, quand il était titulaire, quand il a pris sa place de titulaire, il a changé énormément aussi le visage de cette Espagne. Alors oui, c'est une contre-performance pour l'Espagne, c'est une très très bonne performance pour le Cap-Vert, mais c'est pas cette Espagne-là qu'on verra au prochain match. Ouais.
C'est pour ça qu'il n'y a pas de référence encore sur ce match-là. Hein. Ouais, pas de référence. Contre c'est on termine. Avant de parler du Maroc. Ça ne sera pas un match à référence, mais par contre, effectivement, ça va amener à revoir la disposition tactique de cette équipe. Effectivement, j'ai pas compris non plus que Dani Olmo n'ait pas commencé le match. C'est un joueur qui aurait pu faire dans ce milieu de terrain espagnol du bien. On a vu Oyarzabal qui autant il y a 2 ans était bien. Aujourd'hui, il a été inopérant. Mikel Merino qui est entré, mais qui était blessé à Arsenal et qui est rentré en cours de match. Mais voilà, donc c'est une Espagne très bizarre. Mais attendons voir, le 21, c'est l'Arabie Saoudite. Et voilà, c'est encore un test. Et là, par contre, l'Espagne n'aura pas le droit à l'erreur. Elle pourra pas se rater. Un but partout. C'était dans la nuit de samedi à dimanche. Et oui, le Brésil de Vinicius Junior face à celui de Achraf Hakimi. Là, on attend parler, on attend jager aussi sur les réseaux sociaux, notamment avec les observatrices, les observateurs du football à l'échelle mondiale. Et bien justement, le Maroc a eu son match nul face aux Brésiliens, la Seleção. On rappelle, l'Écosse. Et oui, les Écossais premiers de ce groupe. Le groupe C, 3 points, Maroc 1 point, Brésil 1 point, Haïti, malheureusement première participation à 0 point. On va écouter Wahib concernant justement ces Marocains. C'est pas mal, intéressant. Moi, j'avais prédit une victoire du Maroc, et le Maroc n'était pas loin de faire le goût du siècle. Je parle là toujours des ripoux, des tontons flingueurs. Là, le Maroc était prêt à devenir le Brésil de l'Afrique, comme ils aiment tant se proclamer techniciens. Et pour moi, ils n'ont pas menti sur la technicité de ce milieu de terrain. C'est n'importe quoi ce que Boadi a fait avec El Naoui au milieu. Ils ont fait tourner en bourrique, ils ont fait danser la salsa, la samba au Brésil pendant la première mi-temps où on a vu que ce Brésil tournait en bourrique et il y avait des difficultés. D'ailleurs, le problème de cette équipe du Maroc, c'est leur numéro 9 et c'est cet attaquant qui manque de présence, parce que si tu as un vrai numéro 9, je pense qu'en première mi-temps le Maroc peut gagner 3-0 sans problème, en termes de contre-pressing, en termes d'intensité. Et puis j'ai vu un Brésil hyper décevant. De toute façon, le Brésil s'est européanisé, c'est devenu une équipe banale, une équipe sans réellement de différence. Vinicius est peut-être la seule éclair, la petite lumière de ce Brésil, mais c'est un joueur qui prend l'espace et qui est très bon à 1 contre 1. Il l'a montré notamment sur sa frappe et son but. Mais sinon, devant Igor Thiago au secours, je trouve que Rafinha n'est pas vraiment mis dans les bonnes dispositions, et puis je pense aussi que Mazraoui l'a bien muselé sur les côtés. Et puis moi j'ai quand même une pensée particulière pour un Neymar. En fait, Neymar dans ce Brésil-là, il va se régaler en fait, parce que créer du jeu, profiter s'il est en forme et il revient, ou si une petite piqûre dans la jambe, on sait jamais, potentiellement une petite piqûre d'un produit, on sait qu'on est aux États-Unis, tout est possible. Revenir au top et devenir le Neymar de 2016, bien évidemment ça n'existera pas, mais on va avoir peut-être un joueur qui va délivrer de la créativité à cette équipe brésilienne. En tout cas, pour moi, j'ai quand même l'impression que ces équipes africaines sont arrivées dans une compétition décomplexée. La Côte d'Ivoire, là, le Cap-Vert. Côte d'Ivoire, première équipe de ce mondial, pour l'instant, première équipe africaine à avoir gagné. Exactement, première équipe qui a gagné. Faut le rappeler. Le Maroc aurait pu gagner, mais ils se sont gâchés la fête avec des erreurs défensives et un manque d'expérience à certains moments qui a coûté la peine au Lion de l'Athlète, qui a coûté cette place au Lion de l'Athlète, excusez-moi, qui vont eux avoir un parcours un peu plus particulier, parce que après ça va être Haïti qui va être un match très important. On connaît l'expérience de certains joueurs, Johnny Placide, Isidore. On sait que c'est quand même des joueurs qui savent jouer et qui jouent en Europe et qui ont l'habitude de ces espaces et de fermer le jeu. Et le Maroc, leur plus gros défaut, c'est d'avoir un jeu arrêté, un jeu de position, un jeu de possession, parce que devant c'est problématique à certains moments, même si je trouve que Wahbi a réalisé des choses particulièrement intéressantes dans la combinaison. On voit Brahim Diaz arriver à combiner dans son jeu à 3, il n'était pas forcément dans le registre qui l'affectionne particulièrement du côté de Madrid. Le jeu en dédoublement, il arrivait à faire que Achraf Hakimi à certains moments puisse exploiter l'espace en décalant. Moi j'ai beaucoup apprécié aussi Saïbari dans un rôle de faux neuf. C'est une folie, parce que Saïbari, c'est un joueur qu'on trouve particulièrement, de mon point de vue, à mon humble avis, très lourd. C'est un joueur axial qui aime jouer, distribuer le jeu, et là son but, la vitesse, aller tirer le bloc brésilien qui était à certains moments dépassé par les événements. Donc ce Maroc a de nouvelles idées, et c'est un Maroc moins pragmatique que celui de Regragui, mais plutôt dogmatique du côté de Wahbi. Ouais, on va te retrouver. Alors, pas surpris de la performance du Maroc. On a vu déjà il y a 4 ans ce qu'ils ont réussi à faire lors du mondial du Qatar. On a vu leur finale, comme ils sont arrivés en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On sait qu'ils vont être l'un des pays organisateurs dans 4 ans du mondial 2030. C'est un pays, c'est une sélection qui se prépare depuis plus d'une décennie justement à devenir la première
première équipe du continent africain et ils ont été au niveau qu'on attendait. On a découvert entre guillemets au niveau du monde entier un certain nombre de joueurs, notamment effectivement Ayoud qui était à Lille et qui a fait un superbe match. Mais là où il y a peut-être de la contre-performance, dirais-je, c'est le Brésil. Le Brésil, de toute façon, si on regarde en arrière et on oublie qu'ils ont gagné 5 Coupes du Monde, la réalité c'est que sur ces 5 derniers mondiales, donc sur ces 20 dernières années, le Brésil, sauf en 2014 où ils ont fait une demi-finale, c'est une équipe de quart de finale. Et tous les mondiaux, on regarde et on voit que cette équipe du Brésil n'a rien à voir avec l'équipe des débuts des années 2000, voire la fin des années 90. Donc non, le Brésil est l'équipe qui a à la limite sauvé, je suis d'accord avec toi, peut-être sauvé un point parce que ils n'étaient pas appelés à gagner ces matchs. Et maintenant, il va falloir confirmer. C'est on va voir ce qui se passera. Le premier match pour le Maroc, ça sera l'Écosse. Et ça, c'est quand même compliqué à gérer parce que l'Écosse, rappelons-le, a gagné. Donc aujourd'hui, dans ce groupe, l'Écosse est première et donc un match nul à l'Écosse, ça lui viendrait des merveilles. Par contre, il a intérêt le Maroc à s'imposer, même si effectivement le dernier match c'est Haïti et là par contre on va marquer d'une courte pause, gagner facilement. La première et on retrouvera Alison concernant ce Maroc et oui les Lions de l'Atlas. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Tout savoir sur AXA Prévention s'est récemment engagé auprès de l'Institut de la longévité qui agit pour le bien vieillir. Clotilde Dufretet, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale d'AXA Prévention. Alors pourquoi ce partenariat ? Parce qu'avec l'Institut de la longévité, nous pensons que bien vieillir doit devenir un enjeu collectif. Ensemble, nous voulons favoriser un vieillissement actif, en bonne santé et pleinement intégré dans la société. Et concrètement, quels sont les leviers ? Eh bien, bouger, stimuler son cerveau et garder du lien social. Et le bénévolat dans des associations réunit ces 3 dimensions. Oui, mais pourtant, on observe une baisse de cet engagement chez les seniors. Oui, il est passé de 38 à 23%. On doit réagir car la solitude est devenue un problème de santé publique en France. 2 millions de personnes de plus de 60 ans vivent isolées. S'engager, c'est renouer avec l'activité, faire des rencontres et faire vivre les associations. AXA Prévention agit dans ce domaine. Oui, nous voulons valoriser l'énergie des seniors et les soutenir. Et pour savoir comment faire, tout est sur axaprévention.fr. Merci Clotilde. À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Comment être sûr de trouver le profil dont on a besoin ? Dans un instant, l'APEC présente 2 solutions digitales gratuites et innovantes pour aider recruteurs et candidats. Usés, abîmés, dépassés, tous les textiles et chaussures sont collectés. Chemise usée, c'est accepté. Chaussures trouées, c'est validé. Pull trop petit, oui ça aussi. Chaussettes ou collants, oui on les prend. Vêtements jaunis, délavés, en bout de vie, très fatigué, ou les dessous, on prend tout. Retrouvez le réseau de points de collecte sur refashion.fr. Oh là là, la portière de voiture défoncée. Là, vous êtes au fond du trou. Mais vous êtes chez Direct Assurance. Un voiturier récupère votre voiture et vous en prête une le temps des réparations. Vous avez choisi Direct Assurance. Vous avez assuré ? Voir conditions et coordonnées de l'intermédiaire Direct Assurance immatriculé à l'ORIAS et de l'assureur AXA Francia sur direct-assurance.fr. Attention, vous risquez de ressentir une subite envie de sortir rouler au volant de votre Mini Cooper. Iconique, agile, intuitive. Le genre de voiture qui procure des sensations à chaque trajet. Prenez le volant de la Mini Cooper 3 portes finition Blackyard dès 295 € par mois, sans apport. LLD 39 mois 30 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin 2026 si accord BMW Finance. Conditions sur mini.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Leclerc, bonjour. Bon, je crois que le message est passé. Avec vos moins 60% sur la 2e mozzarella Galbani. C'est un bon plan, c'est sûr. Mais quel message exactement ? L'été est lancé. On bascule tous en mode tomate mozza pour le déjeuner. Là, vous avez tout compris. Car du 16 au 27 juin, pour l'achat d'un sachet de mozzarella Maxi Galbani, le 2e est à moins 60%. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Renault.
Vous êtes un pro et votre activité est fortement impactée par la hausse des prix du carburant. Et si c'était le bon moment pour passer à l'électrique? Découvrez Renault Master E-Tech électrique, assemblé en France, dès 400 € hors taxe par mois sans apport. Et en ce moment, l'électrique est au prix du diesel. Pour Master E-Tech en crédit bail 60 mois, 75 000 km. Premier loyer majoré de 8 250 € hors taxe, réduit à 0 € avec la prime CE. Si accordiaque. Master fourgon L2H2 électrique neuf, au même loyer que son équivalent en version diesel. Offre professionnelle jusqu'au 30 juin. Conditions sur professionnel.renault.fr. 20h, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec Bilal Nenman sur Beurre FM. 20h20 en ce lundi 15 juin. On est ensemble tout au long de ce mondial au Canada, au Mexique, sans oublier aux États-Unis, jusqu'au 17 juillet. Voilà, tous les soirs avec vous, chers auditeurs et auditrices, pour revenir sur les matchs de la journée, de la nuit, sans oublier aussi les nations africaines. 01 53 48 3000. On va retrouver Alison. Time Sport, la parole des sociaux. On revient avec les Marocains, Alison. Non, moi je suis pas surprise du match du Maroc. Ils ont affiché les qualités qu'on leur connaît et qu'on leur reconnaît. J'ai été surprise par contre de l'intensité qu'ils ont mis dès le début du match contre le Brésil. Ils sont totalement décomplexés, sans complexe, en regardant le Brésil dans les yeux. Et ça, en ce sens-là, j'ai beaucoup aimé. Pendant la CAN, je reprochais un petit peu à ce Maroc de concéder énormément, beaucoup plus d'occasions dans les 20 premières minutes. Et là, j'ai l'impression qu'on a réglé la mire, même si, pour rappel, on a deux joueurs marocains, deux défenseurs marocains qui sont partis pour cause de blessure. Donc, il faudra gérer ça aussi tout au long de la compétition et gérer l'effectif de manière correcte pour que ça puisse tenir le plus longtemps possible. Et après, pour que ce Maroc-là soit vraiment complet de bout en bout, en attaque, il faut y aller un peu plus. En attaque, il faut être un petit peu plus tranchant. À mon sens, je crois qu'Ouaïb l'a dit, il manque ce numéro 9 tueur au Maroc pour être une équipe totalement homogène sur toutes les lignes et sur tous les fronts. Mais il y a de quoi faire. Je pense que le Maroc ira chercher la première place de ce groupe, honnêtement, devant l'Écosse et le Brésil qui, à mon sens, n'a de Brésil que le nom. C'est une somme d'individualité que Ancelotti essaie de replacer un petit peu. On sent que le Brésil c'est poussif, on sent que c'est compliqué, on sent qu'au milieu de terrain ça parle pas beaucoup, il y a pas beaucoup de transition. En défense aussi, parfois c'est très friable. En attaque, il y a quasiment rien. C'est Vinicius qui est parti, qui a été faire le boulot tout seul, mais sinon il y a absolument rien, ça propose très peu cette équipe de la Seleção. Donc moi là j'ai envie de mouiller un petit peu et je vois le Maroc premier finir devant l'Écosse et le Brésil aller chercher la place du meilleur troisième. Ouais. Alors Waheb, il aimerait réagir à ça. Vas-y Waheb. Je suis d'accord avec ce que disait Alison. Et en fait, le Brésil, c'est votre pote qui arrive en soirée, qui vient danser et qui à 3h du matin, il est complètement KO, il dort sur le canapé et il vit pas en fait la suite de cette soirée, les meilleurs moments. C'est ça ce Brésil. C'est toujours comme ça. Et ce qu'elle dit, moi je pense qu'ils vont finir meilleur troisième et qu'ils dépasseront pas les quarts de finale et qu'ils vont se qualifier laborieusement en huitième. Moi je le vois comme ça. Sachant qu'il y a un tour, ça peut même se finir avant. Il y a un tour supplémentaire. Le 16e de finale. Donc ça aussi, faut le prendre en compte. Donc pour moi, si ce Brésil et meilleur troisième arrive à se qualifier déjà son statut, pour moi ils sont à leur place, c'est pas une génération incroyable et je pense qu'il faudrait que le Brésil se fasse humilier en Coupe du Monde, peut-être pour que cette fédération se remette un peu à travailler. C'est déjà arrivé, c'est pas. Non mais ils avaient fait demi-finale. Ils avaient fait demi-finale, donc oui. La direction, la fédération brésilienne était restée sur leurs acquis, ils avaient enchaîné, ils avaient Neymar, ils avaient une génération de fous. Là je pense qu'il faut qu'ils se fassent vraiment humilier une bonne fois pour toutes, pour qu'ils comprennent à un moment qu'il faut commencer à travailler et retrouver son identité de football qu'ils avaient dans les années 2000. Parce que moi, l'identité du Brésil aujourd'hui, elle me fait penser à celui de la Jamaïque. Avec tout le respect que j'ai pour la Jamaïque. C'est vraiment une équipe. Mais en fait, c'est des coureurs de fond. C'est des coureurs de fond. Noah Lyles, dans cette équipe, il joue titulaire. Noah Lyles, tu lances le pistolet au ciel, c'est le pistolet des arbitres de l'athlétisme, tu les fais courir et tu leur fais faire un 100 mètres et ils sont champions du monde, le Brésil. Après, il faut tenir compte d'une chose qui est quand même, il faut regarder quand même les classements. Quand tu vois le classement FIFA du Brésil. Attends les yeux, Waheb. FIFA, le Brésil est 6e du classement FIFA, le Maroc est 8e. Sauf qu'il y a une grosse différence. Alors, c'est laquelle? Autant
que autant le Maroc, depuis le dernier mondial, depuis 4 ans, n'arrête pas de monter dans les classements FIFA et d'améliorer son équipe, c'est tout le contraire pour l'équipe du Brésil, qui d'être première du classement FIFA, aujourd'hui se retrouve 6e et encore. Mais sur le jeu, effectivement, le Maroc, à la fin de ce mondial, va certainement dépasser le Brésil, qui va avoir du mal peut-être à se qualifier en tant que premier. Je ne pense pas qu'il le soit, mais effectivement, ça reste un groupe tout à fait marocain. Le seul piège on termine sur le Maroc. Dans lequel le Maroc ne doit pas tomber, c'est l'Écosse. Il faudra faire attention à l'Écosse. C'est quand même une équipe solide, c'est une équipe chiante à aller jouer, donc faudra bien négocier le virage de l'Écosse pour là aller chipper la première place et puis s'assurer justement de finir premier ou peut-être deuxième. Alison, on termine avec ce Maroc, on part du côté du groupe F. Hier soir, 4h du matin en française, c'était la Suède face aux Aigles de Carthage, la Tunisie. 5-1, on n'a rien compris. Ça fuse depuis sur les réseaux sociaux avec le sélectionneur Sabri Lamouchi. En voiture, on voit là pas mal d'histoires, d'historiques aussi avec les joueurs, avec le staff technique. Que se passe-t-il avec la Tunisie? Et pourtant, Wahib avait suivi la Tunisie avec Moha, à qui nous passons le bonsoir, et à Bilal aussi, bien sûr, aux commentaires de chez nos confrères de Match en direct. On va t'écouter justement concernant Suède-Tunisie, Wahib. Les Tunisiens, Oui, non, c'est une véritable débâcle. Après, on est un peu surpris entre guillemets de ce qui se passe, du score. Du moins, je m'attendais pas à ce que la Tunisie prenne un vrai revers. Mais en même temps, quand on regarde ce qu'a fait la Tunisie ces derniers temps dans les compétitions, c'était pas fameux. C'était des défaites, c'était pas du beau jeu, ça proposait pas grand-chose. Et hier, finalement, c'est un petit peu la somme de tout ce qui se passe dans la sélection tunisienne ces derniers temps. Ça propose rien. C'est très pauvre techniquement, c'est très pauvre tactiquement. Il y a énormément d'erreurs. On parlait des petits, et quand on parle des petits, on n'associe pas forcément la Tunisie aux petites équipes, et là je mets des gros guillemets, mais là la Tunisie était une petite équipe. Quand on prend par exemple Haïti, première participation, ça a pris que 1-0. Enfin, il y a un moment où voilà, on regarde le Cap-Vert aujourd'hui contre l'Espagne, ça a défendu comme des morts de faim. C'est parti chercher le match nul. Et là, on parle d'une équipe qui a de l'expérience sur la scène africaine, qui a de l'expérience aussi quand elle joue contre d'autres équipes, et ça s'est fait laminer parce que la Tunisie n'a absolument rien proposé. Et moi, c'est ce qui m'attriste un petit peu. On n'a rien vu, rien. Ouais. Ouais, on l'écoute. C'est tunisien, les Aigles de Carthage de Sabri Lamouchi. Hier, je préparais mon match. Je me lève, je regardais la Côte d'Ivoire et je me suis dit, je vais vivre un beau match de football. Je me suis fait un petit verre de café. Je vais vous raconter un petit peu mon truc avant le match. Je me suis dit, génial, la Tunisie qui joue contre la Suède. La Suède qui a eu un parcours de qualification compliqué. Ça peut être relancé. Ils ont été repêchés avec la Ligue des Nations. Guillaume Quérez, il a pas fait une saison exceptionnelle, mais il en revient. Il a des très bonnes stats avec la Suède. Un Isaac qui revient de blessure. Et derrière, ça va, c'est quand même une équipe moyenne. Je me suis dit, peut-être que ce qu'a fait est peut-être la réalité de mes pensées, et de me dire que cette Tunisie va essayer de réaliser quelque chose d'exceptionnel. Finalement, j'avais mis un sucre dans mon café, j'ai eu une chute d'insuline et j'étais dégoûté par cette équipe tunisienne qui m'a totalement rendu dépressif du football, avec un jeu, je dirais, totalement stérile. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une petite je voudrais rendre un petit hommage à Yann Valéry, latéral tunisien. Alors, gros hommage à lui, qui a vécu de grosses insultes sur les réseaux sociaux. Il ne le mérite pas, ça reste du football, mais gros hommage à lui sur le plan mental. À certains moments dans le match, je le voyais refuser d'avoir le ballon. Quand à certains moments, je voyais Talbi qui donnait, ou même Reiki qui allait chercher Yann Valéry, il disait non, ne me la donne pas, je me sens pas en confiance là. J'ai Gudmundsson sur mon côté, il est en train de me tuer, me la donne pas. Devant l'attaque compliquée. Et puis il y en a un, alors c'est le roi du cinéma tunisien. Vous savez, vous avez eu les grands acteurs arabes dans les années 70. Il y en a un avec cette belle bouclette blonde aujourd'hui qui est devenu un acteur et qui pourrait postuler aux Oscars. C'est Animal Mejbri. C'est Animal Mejbri. Alors Animal Mejbri, dans l'émotion, dans la réaction, je pense qu'il avait pris un peu trop d'harissa. Il était un peu trop dans l'émotion et dans le truc. C'est bon l'harissa. Voilà. Non mais c'est super bon l'harissa, et je pense qu'il en avait un peu trop pris, et il était toujours en train de contester l'arbitre, d'aller au 1 contre 1, de se prendre la tête avec les joueurs. Mais par contre, pour distribuer des bonnes passes et mettre dans les bonnes conditions ses coéquipiers, moi j'y ai mis des hypothèses. Ici, il y a plein d'agents qui sont venus, Nabil, Greg, Boula, ils nous ont tous dit que c'était un talent intergénérationnel. Ouais, c'est un talent intergénérationnel, mais c'est pas un talent du football.
football. Parce que ce que j'ai vu hier, c'est complètement catastrophique dans son jeu et dans sa mentalité. Et aujourd'hui, on nous parle que Lamouchi va peut-être se faire virer. On attend vraiment la confirmation et le communiqué officiel de la Tunisie. Des choses, en tout cas. Moi, je pense qu'il y a certains joueurs qui devraient se faire virer aussi, parce que ces déclarations populistes en hiver, on nous dit on est en retard sur la fédération. T'inquiète pas, on n'a pas besoin que tu nous l'expliques. Par contre, toi, t'es en retard dans ta progression. Ton match contre Arsenal, l'avant-dernière journée où tu proposes aucun football, t'es devenu un joueur moyen de première ligue. Ça, il va falloir commencer à se remettre dans les bonnes conditions et nous le dire, parce qu'après, ça va nous expliquer que aujourd'hui, Animal Mejbri est un talent tunisien. Moi, j'appelle tous les Tunisiennes et Tunisiens qui écoutent Beurre FM à commencer à se poser sur les questions et peut-être à regretter un Msekni qui était discret mais qui était un talent. Lui, c'était un vrai talent. Il parlait pas beaucoup mais il faisait de grosses différences et on n'oubliera jamais son match au Stade des Martyrs contre la RDC qui avait fait un match spectaculaire contre les Léopards. Ça, c'est un grand joueur de football. C'est pas un joueur de football avec sa petite bouclette, on dirait mais il a le droit d'avoir des bouclettes. Ouais, bien sûr. Il n'a pas les bouclettes. Bien sûr. Moi, je pense qu'il va falloir qu'il fasse chez un coiffeur qui refasse c'est personnel. Et qui revienne. Moi, j'aime bien ça. Il va pas donner un autographe. Mais j'aime bien. Je crois qu'il rêverait d'avoir des bouclettes. J'aimerais avoir des bouclettes. Il les a. Moi, je pense que je lui demanderai des conseils, en tout cas sur son huile, parce qu'il a une super huile. Par contre, sur les passes, pas du tout. Merci. On est bien sur le terrain du football. Et justement, en Tunisie, peut-être il y a un problème, notamment de la formation. Et le championnat aussi, qui est assez compétitif, mais la sélection, non. Et ce qui fait la force de la Tunisie, on nous le dit sur les réseaux sociaux, c'est son collectif. Mais là, il n'y a pas de collectif. C'est que des individualités, justement, retrocées à part Hannibal. Peut-être le problème provient de la fédération. Il porte pas son nom du tout. Hannibal qui n'a pas fait son match. J'aurais effectivement pensé qu'à ses 23 ans, il était capable de faire mieux après être un joueur, avoir joué en Angleterre, donc dans un championnat compétitif. Mais il nous a déçus. Mais il nous a déçus comme toute l'équipe de la Tunisie. C'est vrai que la Tunisie n'avait pas très bien préparé ce mondial. Si on se tient au résultat des matchs amicaux quelques semaines auparavant, ils avaient encaissé déjà 5 buts. Ça qui a aussi signé en quelque sorte le départ de Lamouchi, qui sera certainement confirmé dans les minutes ou dans les heures qui vont venir. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, et ça fait mal, mais la Tunisie est déjà éliminée de ce mondial. Je ne vois pas la Tunisie, cette Tunisie-là, aller battre le Japon. Je ne la vois pas aller battre les Pays-Bas. Donc, effectivement, c'est une Tunisie qui, malheureusement, a entamer ses chances de pouvoir se qualifier en tant que meilleur troisième. Et c'est vrai qu'avec ce nouveau système, rappelons-le quand même, il y a 8 qualifiés, 8 troisièmes qualifiés, et donc pratiquement tout le monde est qualifié dans ce mondial, puisque sur 48, il y en a 36 équipes qui vont être qualifiées. C'est pas mal, hein? Oui, pas mal. Ouais. Je sais pas, mais ce qui est certain, pour toi, non. Et pour certains, oui. Ce que la Tunisie a vraiment raté, pas que l'entame des mondiales, elle a raté son mondial. C'est ça, et ils partent en plus avec -4. J'aimerais parler d'une autre nation aussi. Les chances hypothétiques sont enfin, elles sont minces. Mais au-delà de ça, j'aimerais comprendre dans quel état d'esprit la fédération tunisienne va mettre les joueurs pour la suite de ce mondial. Il y a 2 matchs encore à jouer minimum, je le rappelle. Tu te prends 5-1 au premier match, on limoge le sélectionneur et maintenant on fait quoi? Moi, je suis la fédération, tu sais ce que je fais. Moi, je suis la fédération, tu sais ce que je fais. Si j'étais les joueurs, personnellement, je serais rentré chez moi. Parce que là, c'est n'importe quoi. Moi, je suis la fédération. Je les envoie au fin fond du Visconti avec des matelas gonflables et je leur dis c'est comme ça que vous allez représenter la Tunisie. Comme la Corée, c'est ça. Faire un camping. Honnêtement, je pense que là, il y a un problème aussi dans les mentalités et dans la façon de jouer de cette équipe tunisienne, parce qu'on nous parle de tactique, on nous parle de Lamouchi. Mais par exemple, tout à l'heure, tu as sorti une belle déclaration des réseaux sociaux. Je pense que Bilal Nigeri pourra le confirmer plus tard. La Tunisie aujourd'hui a des problèmes structurels et souffre de son clubisme. Parce que hier, la performance de Chamar, c'est aussi la Vox Populi qui l'a critiqué, mais il y a aussi la Vox Populi sfaxienne, il y a la Vox Populi du club africain, il y a la Vox Populi partout un peu dans le pays. des Taraji de l'Espérance de Tunis. Il y a un problème en fait autour de l'unicité de cette équipe nationale, qui ne fait plus de différence de par leur stade aussi Radès, qui est totalement à l'abandon et qui va bientôt s'effondrer comme des Legos, parce qu'il faut en parler aussi. C'est un problème structurel général. Il faut savoir que le président de la fédération tunisienne a été inculpé, est en prison pour corruption. Donc ça, il faut aussi le contextualiser. Donc
cette équipe tunisienne, elle a des problèmes structurels, elle a des problèmes institutionnels, et elle a des problèmes aussi dans les performances africaines. Moi, mis à part la demi-finale cette année de l'équipe de l'Espérance contre les Mamelody Sundowns qui n'ont rien montré sur le match aller-retour, moi je me pose des questions. Je me dis, est-ce que cette équipe tunisienne, elle vit pas peut-être son dernier mondial pendant peut-être 10, 15 ans, 20 ans, parce que là, le Cameroun derrière va remonter, le Nigeria va vouloir remonter, les top 10 africains vont essayer de se battre aussi pour garder leur légitimité. Donc, est-ce que la Tunisie, si dans les prochaines qualifications de Coupe du Monde, ils jouent le Nigeria ou ils jouent un Cameroun qui est revanchard, le Cap-Vert qui va essayer aussi de se marquer. Le Cap-Vert, c'est un épiphénomène, on le sait très bien, on sait que c'est un beau rêve. C'est en fait, tu veux dire quoi par en fait, le Cap-Vert, c'est moi je me suis couché, j'ai fait un beau rêve. Ah bah non, pas du tout. Je suis devenu footballeur. C'est pas vrai ce que tu dis. Non, parce que tu sais pourquoi c'est vrai, parce que je vais te le dire honnêtement, le Cap-Vert n'était même pas qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, et cette qualification c'était leur tournoi en fait à eux. Leur Coupe d'Afrique des Nations, c'était le tournoi des qualifications mondiales. En fait, le Cap-Vert a un problème de régularité sur la scène africaine, même malgré les générations, malgré des joueurs, parce qu'en fait cette équipe du Cap-Vert, elle me fait penser un peu à l'histoire du football africain. T'as des joueurs qui vont être exceptionnels, qui vont avoir ce saut d'énergie, de faire une Coupe du Monde, de faire des qualifications, et donc un train ils ne vont plus exister. Ça arrivait, il y en a beaucoup, il y en a de nombreuses. Le Togo l'a fait, le Gabon a eu ces moments-là, avec l'époque des Daniel Cousin, tu sais, ils avaient une bonne génération. C'est un peu ça, ce Cap-Vert. Donc là, moi, je vois quand même des équipes, parce que la prochaine Coupe du Monde, les prochaines qualifs vont être très très ardues, parce qu'on nous parle du top 10. Le top 10, la Tunisie va être bon courage pour aller se battre contre un Cameroun qui va essayer comme un lion d'aller récupérer sa place dans le mondial, et notamment le Nigeria. Voilà, parce que derrière, il y a aussi le Mali qui va essayer de revenir, il y a la Guinée qui va... Attention à cette Tunisie qui pourrait la prochaine fois regarder le mondial du côté de Tunis et de Rades. On va marquer une courte pause et on va revenir rapidement avec la Côte d'Ivoire, sans oublier les Fennecs de Petkovic. À de suite. Time Sport revient dans un instant. Tous les soirs, à partir de 23h, ne manquez pas Rayantologie. Rayantologie. Une heure de souvenirs 100% rail. Rayantologie. Rayantologie. Les plus grands classiques du rail. Sur Beurre FM. À l'écoute des entreprises avec l'APEC. Sur un marché de l'emploi cadre exigeant, comment évaluer un candidat au-delà du CV? Séverine Boivin, vous êtes consultante à l'APEC, alors que proposez-vous pour innover dans le recrutement? Eh bien, à l'APEC, nous avons 2 solutions digitales gratuites. OSIM qui génère avec l'IA des mises en situation pendant l'entretien, et au Diapason qui prépare en 10 minutes les questions clés à poser pour clarifier les attentes mutuelles des candidats et recruteurs. Et pour découvrir ces solutions, rendez-vous sur apec.fr dans votre espace recruteur. Bonjour, petit vocal pour vous annoncer que la Coupe du Monde sur beIN-Sport va être très intense. Du coup, on va faire vite. Vous aurez plus de matchs, plus de buts, plus de tacles, plus de saltos, plus de lucarnes. Mais aussi plus de célébrations, d'émotions, de joie, de larmes, de suspense. Et plus de stars, d'expertise, de débats, d'analyse, de duplex. Mais rassurez-vous, cet été, vous aurez 5 semaines pour profiter de tous les matchs de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, jour et nuit, seulement sur beIN-Sport. 15 € par mois sans engagement, voire offre distributeur. Attention, vous risquez de ressentir une subite envie de sortir rouler au volant de votre Mini Cooper. Iconique, agile, intuitive. Le genre de voiture qui procure des sensations à chaque trajet. Prenez le volant de la Mini Cooper 3 portes, finition Blackyard, dès 295 € par mois, sans apport. LLD 39 mois, 30 000 km. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 30 juin 2026, si accord BMW Finance. Conditions sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Renault. Vous êtes un pro et votre activité est fortement impactée par la hausse des prix du carburant. Et si c'était le bon moment pour passer à l'électrique? Découvrez Renault Master E-Tech électrique, assemblé en France, dès 400 € hors taxe par mois sans apport. Et en ce moment, l'électrique est au prix du diesel. Pour Master E-Tech en crédit bail 60 mois, 75 000 km. Premier loyer majoré de 8 250 € hors taxe, réduit à 0 € avec la prime CE. Si accordiaque. Master Fourgon L2H2 électrique neuf, au même loyer que son équivalent en version diesel. Offre professionnelle jusqu'au 30 juin. Conditions sur professionnel.renault.fr. 20h,
20h, 21h, Time Sport, spécial Coupe du Monde de la FIFA 2026 avec Bilal Nenman sur Beurre FM. Et nous sommes de retour sur l'antenne de Beurre FM, 20h39, la dernière partie de cette émission. Le big up à la réalisation, la personne de Sola, sans oublier le journaliste consultant Yanis de En Fou de Sport avec Mohan chaque dimanche soir sur l'antenne de Beurre FM, 18h-20h. Autour de la table, on va le retrouver, c'est Juan José, l'illustre Juan José, et oui, grand reporter qui est avec nous, Alison, un journaliste avec nous aussi, et notre journaliste commentateur Wahib. Voilà. Là, c'est toutes les personnes qui m'accompagnent ce soir, jusqu'à 21h. On va dire un mot concernant cette nation africaine, la Côte d'Ivoire. Time Sport, le mode pressing. Avec toi, Wahib, justement, la Côte d'Ivoire. Pas mal face à l'Équateur. Moi, j'aimerais parler de cette Côte d'Ivoire et de commencer déjà par les grands éléphants. En fait, il y a une musique en Côte d'Ivoire où ils sont là, éléphants. J'aimerais en fait remercier ces éléphants d'avoir écrasé un peu les doutes de toutes ces équipes africaines et de montrer encore une fois que l'Afrique a du talent. Elle a du talent, pourquoi ? Parce que des joueurs comme Adingra, comme Inao Oulay, comme Yann Diomandé, comme toute cette défense centrale, comme Yaya Fofana, le gardien qui est exceptionnel encore une fois et qui montre que son départ de la Ligue 1 est incompréhensible d'Angers, c'est encore une fois une génération qui va montrer toute sa légitimité bientôt dans le football mondial. Et pourquoi elle va le montrer dans le football mondial ? Parce qu'ils ont peut-être battu l'une des meilleures équipes d'Amérique du Sud sur ces 3 dernières années. L'Amérique du Sud, on parle de l'Équateur qui a fini 2e, qui a été invaincu contre le Brésil, qui a réalisé, on va nuancer aussi sur les points et des matchs amicaux, beaucoup de matchs amicaux, mais il y a eu de belles victoires, mais surtout avec un contre et encore une fois un Amad Diallo exceptionnel. Amad Diallo qui sort un peu de l'ombre et qui vient ressurgir. On parle souvent de ces animaux fétiches en Afrique. Lui, c'est un éléphant, mais c'est plus qu'un éléphant, c'est un lion en fait. En lui, il se cache derrière tout ça et il a piqué au bon moment. Il a trompé toute cette velléité défensive marquée par l'Équateur à certains moments, cette solidité qui est très marquée dans son football. Il l'a cassé avec cette frappe exceptionnelle. Bon, ils ont marqué en fin de match, mais encore une fois, je trouve que cette Côte d'Ivoire illustre parfaitement que Emers Faé n'est pas un coach qui se repose sur ses lauriers. C'est un coach qui sait bousculer les choses et qui a intégré la nouvelle génération. Parce que les coachs qui ont réussi derrière, je prends l'exemple de Belmadi, de Regragui, l'ancien du Sénégal, Aliou Cissé, où ils avaient beaucoup de succès, lui, il est à l'opposé de tout ça. Il a eu du succès avec la Côte d'Ivoire, il a renouvelé cet effectif, il l'a renouvelé avec une jeunesse talentueuse, et aujourd'hui, il arrive avec une génération, excusez-moi mesdames et messieurs, mais ils peuvent faire une dictature en Afrique sur le plan continental. Ah, quand même, tu vas fort, fort. Non mais je suis désolé, mais honnêtement, là ils peuvent faire quelque chose pendant des années. Cette Côte d'Ivoire, elle peut aller taper le Sénégal, elle peut aller taper le Maroc normal. Carrément. Je pense que honnêtement, et quand je parle de dictature, je parle pas au sens politique, je parle au sens de la domination et de ne plus marquer sa légitimité, parce que et vous vous rendez compte du milieu de terrain qu'ils vont avoir dans quelques années. Inao Oulay, c'est n'importe quoi. Moi j'en avais parlé pendant des mois et on me l'avait présenté comme un talent. Je me suis dit je vais regarder, je vais me mettre Beansport et je vais regarder la Super League turque. Qu'est-ce qu'il fait en Turquie ? Mais qu'est-ce qu'il fait en Turquie, ce jeune ? Ce jeune, il doit être dans un top club européen. Et encore une fois, la Coupe du Monde va lui permettre peut-être de pouvoir s'exporter dans un grand club européen et de enfin de montrer qu'il est capable de pouvoir faire de grandes choses. Yann Diomandé, on ne le présente plus. Amad Diallo, je ne le présente plus aussi. Mais surtout, le gardien de la Côte d'Ivoire, c'est un dernier rempart. Il est rassurant, bon sur sa ligne, bon jeu au pied. Et on nous parle des gardiens africains. On nous parle de Bounou, d'Edouard Mendy, Ronald Williams. Excusez-moi, il y en a un qui s'appelle Yaya Fofana qui a réalisé un match exceptionnel encore une fois et qui n'est pas prêt, de lâcher encore une fois sa place. Je rappelle qu'il a 25 ans. Pour un gardien, c'est très jeune. Ouais. Il lui reste peut-être, on va dire, 10 ans encore dans sa carrière. On lui souhaite en tout cas une très belle carrière à Yaya Fofana, mais c'est exceptionnel. La solidité, la sérénité qui nous importe. Intéressant. Et qu'il montre à ses coéquipiers. Pertinent, percutant. Ouais, on va retrouver Alison, mais Juan José, la Côte d'Ivoire avant de parler de l'Algérie. Alors, la Côte d'Ivoire-Équateur, c'était un match des deux styles qui s'affrontent, deux styles différents. C'est vrai que sur le papier était un match intéressant, qui était un match équilibré sur le papier, c'est vrai, avec une équipe de la Côte d'Ivoire qui aime bien attaquer, qui aime bien aller de l'avant, et avec une équipe de l'Équateur qui, rappelons-le, est arrivée avec 18 matchs invaincus. C'est 18 derniers matchs quand elle est arrivée au mondial, et qu'effectivement nous avait tous surpris ces 3 dernières années dans les phases de qualification pour le mondial. Après, effectivement, ça s'est passé à la dernière minute, mais ce qu'il faut retenir de
de ce match, c'est que la Côte d'Ivoire aujourd'hui est en très bonne position. Samedi, elle va jouer quand même l'Allemagne. Hein. Donc, un match nul, ça arrangerait la Côte d'Ivoire. Mais moi, je pense qu'elle peut taper cette Allemagne. Hein. Elle a tapé la France, elle peut taper cette Allemagne. On va pas parler de l'Allemagne, mais c'est vrai, l'Allemagne a fait le carton du siècle. Justement. Et au niveau favori ou pas, elle nous a pas du tout. Pas favori alors. Non. Ouais, je pas ne favori. pense pas. On en parlera tout à l'heure, mais bon. Ouais, mais la réalité, c'est que la Côte d'Ivoire, effectivement, elle est capable d'aller peut-être taper l'Allemagne. Au moins, elle est capable d'aller sortir un match nul, sachant que derrière c'est Curaçao. Donc, je pense que la Côte d'Ivoire peut vraiment faire des choses très intéressantes dans ce groupe. Elle est bien positionnée. Et puis, c'est vraiment dommage pour l'Équateur qui, au mieux, pourrait se qualifier en tant que troisième. Ouais. Justement. Non, c'est une belle équipe. C'est une belle équipe de Côte d'Ivoire, mais j'ai surtout aimé les changements et la dynamique après les changements qu'a fait Faé. Je trouve que il a été très pertinent dans ce qu'il a fait. Et c'est là qu'on a vu un autre visage de cette Côte d'Ivoire qui, jusqu'à présent, avait énormément de mal à aller concrétiser les actions, mis à part Yann Dumande. Le seul bémol que je mets, c'est que le prochain match, c'est contre l'Allemagne. Et j'ai trouvé malgré tout que la paire Fofana-Kessié, ça avait un peu du mal. Kessié compensait énormément les errements de Fofana qui, je trouve, physiquement est un peu en dessous. Donc est-ce qu'il faudrait pas renforcer un petit peu ce milieu de terrain? Je pense que Faé doit le faire pour affronter cette Allemagne prochainement. Ouais. Justement, on gardera un œil de près avec les Allemands, avec Juan Trocé, les Ivoiriens, Juan Trocé, peut-être rapidement les Allemands, avant de parler de l'Algérie. Les Allemands cette fin d'émission. ont fait le carton de ce mondial avec ces 7-1, mais quand on s'intéresse vraiment au jeu qui a été développé, on a vu comme ils ont souffert jusqu'à la 35e minute quand ils ont réussi à passer devant et voir marquer son troisième but avant la mi-temps. Et ce n'était que Curaçao qui était en face. Ils n'ont pas trouvé des solutions pendant la première demi-heure, et donc c'est vrai que face à une équipe qui aime attaquer, qui a de la vitesse comme la Côte d'Ivoire, qui s'est trouvé des espaces, ils peuvent énormément souffrir. Donc l'Allemagne favorite, je ne le pense pas. Il y a d'autres équipes effectivement qui le sont avant l'entame de ce mondial. On verra effectivement après, sachant effectivement que l'Allemagne doit jouer encore l'Équateur, et ça sera pas non plus une mince affaire, parce que l'Équateur, on peut supposer qu'il va gagner face à Curaçao. À ce moment-là, on va se retrouver avec 3 équipes à 3 points en attendant ce match Côte d'Ivoire-Allemagne, rappelons-le, qui se joue samedi prochain. On va parler du match de mercredi soir. Il fait tant parler, tant discuter, tant débattre. La Bicéleste, champion du monde en titre, Juan Trocé. Alisson, le match se jouera à 3h du matin. Bon, nos confrères d'M6 le diffuseront pas, malheureusement. On aura cette diffusion française sur les antennes de beIN Sport, nos autres confrères. 3h du matin, Argentine-Algérie de Petkovic. On rappelle le groupe J, l'Argentine, l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie. Alisson, on va t'écouter concernant cette équipe d'Algérie. Attention, dans l'impact, on va voir. On va écouter Wahim dans un premier temps. On va écouter. Vas-y, Alisson. Non, c'est parce que j'ai fait une tête justement, un peu déconcertante, mais parce qu'on l'attend. Il y a beaucoup de monde qui attend. Parce que je me projetais déjà sur la potentielle physionomie de cette Algérie-Argentine ou Argentine-Algérie. Je sais pas dans quel sens c'est, mais en tout cas, l'Algérie devra faire plus que ce qu'elle a montré, par exemple sur la CAN. J'ai trouvé que en termes de jeu, l'Algérie depuis quelques années, c'est pas fameux. On a perdu cette patte technique, je trouve, en Algérie. On a perdu ce grain de folie, on a perdu cette projection, on a perdu cette solidité aussi qu'on connaissait en Algérie. Donc quand on rencontre l'Argentine, c'est-à-dire avec champion du monde en titre aussi, il faut le dire, l'Argentine de Lionel Messi, une Argentine qui on connaît solide, qui sait défendre, qui sait se projeter, qui sait jouer aussi au ballon, mais qui a aussi du vice. Et attention à l'Algérie de ne pas tomber dans cet aspect de combat physique et psychologique dans lesquels les Argentins aiment ramener l'adversaire.
Ouais, on l'écoute concernant ces Algériens du côté de Kansas, c'est ça, Kansas City. L'Algérie jouera, on le rappelle, ce mercredi 17 juin, 3h du matin, heure française. Déjà, les Argentins sont arrivés à Kansas City hier soir et la première chose qu'ils ont fait, c'est aller marquer le terrain. Les supporters aussi, il va y avoir 30 000 ou 40 000 supporters dans le stade de Kansas City. Donc la victoire déjà dans les tribunes est pour les Argentins. Il n'y a pas beaucoup de supporters algériens qui seront présents. C'est à côté, continent sud-américain. C'est normal, c'est ça. Mais surtout que les Argentins mettent le portefeuille pour aller voir leur équipe nationale dans tous les continents. Si demain ils ont plus de facilité à avoir les visas aussi. Ils ont plus de facilité à avoir les visas. C'est une réalité. Mais aux États-Unis. Mais s'ils vont au fin fond du canton de la Chine, ils vont investir, ils mettent de ça. Les supporters argentins sont allés au Qatar. Aux Algériens de aller. Non, bien sûr que. Ils y vont. Bien sûr qu'il y a quand même une grosse communauté de supporters algériens qui s'est déplacée aux États-Unis. Et d'ailleurs, à Kansas City aussi, une belle diaspora qui montrerait déjà l'exemple à cette France qui en a besoin. Mais surtout, j'aimerais parler de cette équipe, notamment de l'Argentine, qui pourrait jouer dans un 4-4-2 amovible et pourrait gêner dans l'axe, parce que le problème de l'Algérie en fait c'est les côtés, l'axe, le milieu, l'attaque, ils sont un peu malades partout. Et aujourd'hui l'Argentine va avoir un Lionel Messi. Bon, c'est plus Lionel Messi des grands temps du Barça qui jalonnait et qui driblait tout le monde en Liga, mais il a quand même des statistiques intéressantes. Il a quand même 12 buts, je crois, en 14 matchs. C'est un joueur qui a de l'expérience, qui a toujours du talent, et surtout qu'au milieu de terrain, il peut intégrer de la jeunesse. Bon, il n'y aura pas bien sûr Julián Álvarez qui est encore blessé de sa demi-finale contre Arsenal où il a eu du mal à récupérer. Je sais pas s'il sera au top dans ce mondial-là. L'homme araignée Spider-Man, comme on aime maintenant l'appeler, mais moi, j'aimerais parler de cette équipe, de ce joueur-là, peut-être potentiellement qui pourrait intégrer tout ça. C'est bien sûr un Thiago Almada. Thiago Almada peut-être potentiellement intégrer tout ça. Et puis un milieu de terrain amovible. Bon, Paredes, ces anciens, ils connaissent tout ça, ils connaissent le vice. Mais surtout l'attaque avec Lautaro Martinez. Alors Lautaro Martinez, c'est intéressant parce que c'est un joueur qui joue en Serie A et qui sait décrocher et qui sait déstabiliser tout ça. Il sait jouer dans les pieds, il sait jouer de haut but, il sait marquer de la tête, des deux pieds, il est très bon. Et il sait aussi prendre de vitesse. Et le problème de cette équipe d'Algérie, c'est la vitesse. Parce qu'aujourd'hui, Aïssa Mandi, il a Ngoy avec lui à Lille qui court et qui comble un peu les faiblesses défensives. Mais il y en a un derrière qui pourrait aussi combler tout ça. Ah bah non, c'est pas Tougaï parce qu'il est aussi lent. Peut-être Belhaïd. Ah bah non, Belhaïd il va pas jouer. Donc voilà. Donc dernière information, on sait que Ben Sebaini est blessé. On a vu il est blessé. Malheureusement. On l'a vu. Non, heureusement parce que Ben Sebaini, on rappelle, c'est sa saison très compliquée avec le B4B et ses dernières saisons très compliquées. Quand on nous parle de grands défenseurs, on nous parle de Pacho, on nous parle de Marquinhos. C'est les indéboulonnables de l'Algérie. Voilà. Et lui, en fait, c'est le nouveau sénateur. El nueve senatore, comme on dit. Et aujourd'hui, le sénateur est blessé et il faut laisser jouer la jeunesse. Mais le problème, c'est que la jeunesse, il y en a pas dans cette défense centrale. Alors la question qu'on peut se poser, c'est ce milieu de terrain. Est-ce que Petkovic va faire jouer les sénateurs ou va faire jouer les méritants? Alors mon petit doigt me dit que Bentaleb va jouer. Bentaleb n'est pas un sénateur. Je le rappelle, c'est un très bon joueur qui a eu et qui est revenu d'entre les morts. On se rappelle aussi de ses problèmes qu'il avait eu physiques, son problème cardiaque. Il revient à Lille très bien, il fait une bonne saison cette année, il qualifie aussi, il fait partie, c'est l'un des joueurs qui contribue à cette qualification en Ligue des Champions, donc je le trouve intéressant. Mais dans ce milieu de terrain, est-ce qu'il va nous faire jouer le dénommé, l'illustre, indéboulonnable, grand Jugador du côté de l'Eredivisie qui était parti du côté de Feyenoord et qui retourne à Twente parce qu'il était pas bon, parce qu'il y a des problèmes et tout structurels et tout ça. Je parle du fameux Zerouki, ou bien il va nous faire jouer le fameux et l'indéboulonnable aujourd'hui Chaibi qui est devenu un yaourt nature, qui ne propose rien grand chose. Tu vas fort. Si. Non, mais je vais finir. J'ai envie de goûter de paella là. J'ai pas envie de goûter de yaourt nature. Attends, je vais mettre un petit peu de sucre. Je vais mettre un petit peu de sucre et je vais parler de Maza. Est-ce que Maza va commencer titulaire? Bon, Petkovic va-t-il enfin se réveiller de son coma et enfin nous présenter une idée tactique intéressante contre l'Argentine? J'ai des doutes. Ah ben non, mais il est capable de le mettre sur le banc et de le faire rentrer à la 80e et de sortir Mahrez à la 80e, qui aura perdu 10 kilos et qui sera totalement dépassé physiquement et qui aura pas couru. On va t'écouter. Rentre aussi avant la fin de cette émission. Alors, les Algériens. Je vais faire beaucoup plus court que vas-y. Et il nous a fait un long discours pour nous dire tout simplement que l'Algérie n'est pas favorite dans ce match face à l'Argentine. Mais ça, on le savait déjà. Moi, de toute façon, je considère toujours que l'Algérie est capable de se qualifier en 16e de finale. Pourquoi pas en 12e, mais surtout en 3e. C'est vrai que ce match est un match où elle n'a rien à perdre. Elle a
à tout donner pour essayer effectivement d'accrocher l'Argentine si elle arrive. Rappelons-nous qu'en 2022, l'Argentine a été accrochée lors du premier match, puisqu'elle a été battue par l'Arabie Saoudite. Donc elle n'a rien absolument à perdre et c'est l'outsider dans ce groupe. Alors laissons-la jouer, effectivement. Elle n'est pas favorite, mais encore une fois, ce qui est important pour cette équipe, c'est de jouer après la Jordanie, même si je sais que tu considères que la Jordanie est quand même une nation forte du football. Moi, je n'ai pas la même opinion. C'est intéressant. Mais derrière, il y a toujours ce match face à l'Autriche qui pourrait être décisif pour une qualification. Et espérons effectivement qu'ils soient capables d'accrocher l'Argentine. Mais si elle le pas, c'est tout à fait normal. Ils ne sont pas du tout les favoris. Un grand merci à toi, Juan Trocé, d'avoir été avec nous. À Alison, sans oublier toi, Wahib, et à la réalisation avec Yanis et aussi Solal. La suite des programmes sur l'antenne de Beurre FM. Et on vous donnera toutes les informations sportives, et notamment concernant ce mondial dans la matinale dès demain à partir de 7h avec Kim et toute son équipe. Et le soir avec nous, Time Sport spécial Coupe du Monde 2026. Bye bye. Retrouvez Time Sport tous les jours de 20h à 21h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.